Donc, avant de commencer l'atelier, pour ceux qui seraient trompés de lien et voudraient suivre l'atelier formation, je vous invite à retourner sur la chaîne de l'événement et là-bas, vous retrouverez le lien vers l'atelier formation. Ici, c'est l'atelier ACV DEP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ACV DEP? C'est analyse, cycle de vie et déclaration environnementale produit. Et pour en parler, nous avons la chance de compter sur la présence d'Angélique Léonard et Nathalie Lebrun. Avant de leur donner la parole, l'atelier va se passer comment? On va d'abord avoir les deux présentations. Les questions viendront à la fin de l'atelier via un lien Teams que vous pourrez retrouver dans le chat. Donc, sur le lien YouTube, vous avez dans le chat la possibilité de retrouver le lien vers Teams. Là-bas, vous allez lever la main et vous pourrez poser des questions, mais ça viendra à la fin. Et donc, si vous avez des questions qui vous arrivent à l'esprit, n'oubliez pas de les noter sur une feuille de papier pour ne rien oublier. Donc, tout de suite, ACV, c'est analyse cycle de vie, DEP, déclaration environnementale produit. Et nous avons comme première intervenante Angélique, qui est professeure à l'université de Louvain, de Liège, pardon, professeure à l'université de Liège, au département génie chimique, et plus spécifiquement dans la partie produits environnemental et process. Voilà. Je t'en prie. Merci pour l'introduction. Donc, je vais essayer en une vingtaine de minutes de vous expliquer de manière simplifiée qu'est-ce qu'on entend par réaliser une analyse de cycle de vie et comment on peut exploiter les résultats pour en faire de la communication environnementale sous la forme d'une DEP, on va dire dans un français à la belge, d'une FDE à la française, d'une EPD en anglais. Donc, parfois, j'utiliserai les différents termes. Donc, voilà, juste pour l'introduction, en ce qui me concerne, donc j'appartiens, comme il a été dit, à une équipe de recherche au niveau de l'Université de Liège. Donc j'ai une formation d'ingénieur civil en chimie, sciences des matériaux. Et depuis maintenant plus de 10 ans, avec mon équipe, on travaille dans ce domaine de l'évaluation environnementale. Alors de par notre formation, on va dire un petit peu multisecteur sur tout ce qui a trait à la transformation des matières premières et de l'énergie, on a eu l'occasion d'appliquer cette méthodologie dans différents secteurs, depuis les liants biosourcés, les bioplastiques, mais aujourd'hui, on va voir des exemples concrets, mais surtout avec l'intervenante qui voit au niveau d'une EPD qui était réalisée dans le secteur du bois. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est un petit peu discuter de fondements un petit peu théoriques autour de l'analyse de cycle de vie. L'avantage de cette méthodologie, c'est qu'elle permet d'objectiver le profil environnemental d'un produit. Alors, on dit souvent que l'ACV a un double avantage, c'est à la fois une méthode quantitative, c'est-à-dire des chiffres. Donc, par exemple, des kilos équivalent CO2 pour un indicateur de type changement climatique. L'autre avantage de l'ACV, c'est que c'est une méthode multicritère. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup aujourd'hui focalisé sur les émissions de CO2, gaz à effet de serre, mais l'avantage de l'ACV, c'est que ça va permettre de sortir tout un autre panel d'indicateurs, depuis la consommation de ressources fossiles, ressources minérales, l'acidification, l'eutrophisation, voilà, tout un panel d'indicateurs environnementaux qui vont toucher la sphère air, la sphère eau, le sol, mais aussi la toxicité. Eau, le sol, mais aussi la toxicité. Alors, au niveau de ce qu'est la définition de l'analyse du cycle de vie, il y a un cadre général qui est défini par des standards internationaux, donc les ISO 14040 et 14044. Et donc, la définition d'une ACV, qu'est-ce exactement? Donc, c'est d'étudier les aspects environnementaux et les impacts potentiels d'un produit, d'un service, d'un procédé tout au long de son cycle de vie, c'est-à-dire depuis l'acquisition de ses matières premières, la production, l'utilisation, la destruction. Donc, on va vraiment définir le cycle du produit, où on va également avoir toutes les étapes de transport, par exemple, qui vont être essentielles dans ce cadre-là. Alors, il faut savoir que l'Union européenne a aussi, à un moment donné, mis un petit peu sa touche, notamment au travers du Joint Research Center, et donc il y a également une guidance plus détaillée qui a été mise en place pour harmoniser les choses au niveau européen. Mais vous verrez par la suite que dans le cadre des produits de construction, on a également un autre standard qui permet en fait d'avoir, on va dire, des ACV qui sont faites de manière comparative au niveau du secteur.
Alors, si on devait définir l'ACV en bref, ce que l'on va faire, c'est définir le cycle de vie du produit que l'on étudie. Donc, dans le cadre, par exemple, d'un produit qui va de la filière bois, il y a toute la partie, on va dire, culture en forêt. Ensuite, on va dire l'abattage, la transformation, etc., jusque finalement le produit fini et la gestion de sa fin de vie. Et donc, à cette étape-là, on va également définir ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire à quoi on va rapporter tous les résultats. Est-ce que c'est le mètre cube de produit? Est-ce que c'est le mètre carré de produit? Ça va dépendre évidemment du type d'application. Une fois que l'on sait comment le cycle de vie est découpé, l'étape qui prend le plus de temps et pour lequel on a besoin des informations du terrain, c'est-à-dire de l'entreprise, c'est de réaliser un inventaire quantitatif, c'est-à-dire, et j'y reviendrai, pour chacune des étapes du cycle de vie que l'on va déterminer, il va falloir répertorier ce qu'on appelle toutes les entrées et les sorties, un petit peu comme un audit, mais sur à la fois toutes les matières premières et les énergies. Et donc, comptabiliser toutes ces entrées, toutes ces sorties. Et une fois que l'on a réalisé cet inventaire, l'idée, c'est de transformer cet inventaire en indicateurs environnementaux. Et donc, je vous ai tout à l'heure déjà cité quelques-uns de ces indicateurs, donc épuisement des ressources, changement climatique, etc. Et cela va se faire via des méthodes d'évaluation de l'impact qui sont reconnues par le monde scientifique. Il y a deux, on va dire, visions. Une première vision diagnostique. Dans certains cas, on veut tout simplement obtenir une idée, une espèce de photo, un instantané des impacts environnementaux. Et donc, dans ce cas-là, une fois que l'on a identifié ces impacts environnementaux, qu'ils sont quantifiés, on peut s'en servir pour faire de la communication environnementale. Donc là, je vous ai remis différentes nomenclatures que l'on peut retrouver entre EPD, DEP, FDE. Également, j'ai mis en dernier lieu le PEF, qui est également une initiative européenne, l'empreinte environnementale produit. Mais tout ça s'harmonise progressivement. Et donc, je vous ai mis l'exemple de la seule fiche en fait qui existe aujourd'hui dans la base de données fédérale belge dans le domaine du bois, qui est la fiche de Stabilam. Et donc, l'autre version, en tout cas l'autre vision, c'est d'avoir une vision éco-conception ou éco-design, c'est-à-dire que il y a deux façons de voir les choses. On peut avoir réalisé une ACV et se rendre compte de là où sont finalement les impacts majeurs. Et évidemment, l'idée que l'on va avoir derrière, comment améliorer, comment faire en sorte de réduire les impacts. Et donc, l'idée, c'est de servir de l'ACV pour améliorer l'existant, mais aussi dans le domaine plutôt de la recherche, que je connais également bien, on peut aussi utiliser cette méthodologie pour finalement orienter des décisions dans la phase même de développement d'un nouveau produit. Et donc, quand on a différentes alternatives possibles, on peut directement les évaluer sur base d'une ACV approximative que l'on peut affiner au fur et à mesure pour finalement choisir une solution plutôt qu'une autre. Alors, un des avantages de la vision cycle de vie, c'est-à-dire de partir des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit, c'est d'éviter ce qu'on appelle les transferts d'impact. Donc, ce que vous représente le schéma à l'écran, c'est que si on part d'une situation 1 et que l'on met en place une amélioration, en tout cas ce que l'on pense être une amélioration au niveau du procédé de production, il se peut, c'est ce qui est, on va dire, représenté sur la figure 2, que vous allez réduire en effet peut-être la quantité de matières premières consommées, mais dans un autre temps, ça a peut-être augmenté l'impact au niveau de la fabrication ou de la phase d'utilisation. Et donc, l'idée d'avoir cette approche holistique, comme on l'appelle, sur l'ensemble du cycle de vie, c'est d'être sûr que ce qui parfois peut être peut-être une bonne idée sur papier, le soit réellement et qu'on arrive globalement à réduire les impacts sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Alors, si on s'attache un petit peu vraiment à tout ce qui est lié aux normes et en pratique, comment est-ce qu'on doit mener une ACV si l'on suit les standards, ça passe par 4 étapes. Alors, je ne vais pas les détailler, mais je vais vous donner vraiment l'essentiel de ces 4 étapes. Tout d'abord, on définit ce que l'on veut réaliser, ce qu'on appelle les objectifs et le champ de l'étude. Ensuite, il y a ce fameux inventaire que j'ai évoqué. Ensuite, on évalue les impacts. Enfin, on interprète et de manière, on va dire, itérative, on peut faire des allers-retours en fonction des résultats que l'on trouve et éventuellement de chiffres de données qui sont affinés. Donc, vraiment, au départ, on va fixer ce que l'on veut réaliser, c'est-à-dire, au niveau de mon étude, je suis, par exemple, intéressée par obtenir le profil environnemental de mon produit, soit pour 1 mètre cube de produit, 1 mètre carré de produit, 1 kilo de produit. Voilà, ça dépend vraiment du type de produit qui est envisagé. Et donc, on va regarder pour quelles raisons on va mener cette étude. Est-ce que c'est à des fins internes, à des fins de communication, à des fins de comparaison? Il y a différentes façons, en tout cas différentes raisons de mener une ACV. Ça, c'est vraiment les objectifs.
Ensuite, on va fixer le champ, c'est-à-dire vraiment fixer cette fameuse unité fonctionnelle, comme je vous disais, le choix du mètre carré, du mètre cube, du kilo. Fixer les frontières, c'est-à-dire quelles étapes du cycle de vie on va inclure dans l'étude. Et enfin, quelles sont les catégories d'impact que l'on va évaluer. Alors souvent, on ne le fait pas, on va se dire qu'on va regarder toutes les catégories d'impact et puis on regarde après quelles sont celles qui sont significatives ou pas. Alors dans le cas des EPD ou des DPE, je reviendrai, on n'a pas le choix. On est obligé d'évaluer les catégories qui sont mentionnées par la norme européenne. Alors, ce que l'on a également, c'est ce qu'on appelle les critères d'inclusion des entrants et des sortants, c'est-à-dire que parfois, on va pouvoir se permettre de négliger certains flux s'ils ne représentent pas grand-chose au niveau matière, au niveau énergie. Alors aussi, je vous ai représenté ce que l'on trouve dans la fiche de Stabilam concernant justement ces frontières du système. Donc là, typiquement, on part des matières premières, du transport, jusqu'au site de transformation, vraiment la transformation du bois et ensuite le transport vers un autre site, le site où le produit va être mis en place typiquement. Et là, vous voyez dans la partie droite, alors les fiches sont parfois rédigées en anglais, donc pas toujours en français, que l'unité de référence dans ce cas-ci, c'est 1 mètre cube de produit. Et que le packaging typiquement est pris en compte dans ce cas-ci. Alors, une fois que l'on a défini les frontières du système et les différentes unités que l'on veut évaluer, donc typiquement la partie production, etc., on va regarder pour chacun de ces processus élémentaires, il faut faire l'inventaire. Et donc, c'est-à-dire voir quelles sont les matières premières qui rentrent, quels sont les produits qui sont issus de cette étape. Et pour ce faire, ça va faire appel à toutes les quantités de ressources utilisées, d'énergie utilisée, éventuellement les surfaces au sol qui ont été mobilisées. Et également, il faut que l'on quantifie toutes les émissions vers l'air, vers l'eau, vers le sol. Donc, ça nécessite vraiment d'avoir une bonne connaissance des procédés impliqués et d'établir des valeurs, des liens entre les différentes parties du process, avoir des idées des rendements, des distances, des consommations, etc. Alors, ça reste peut-être un petit peu flou quand on voit ce genre de schéma, mais en pratique, imaginons que vous vouliez réaliser une ACV dans votre entreprise et qu'on s'intéresse par exemple à l'étape d'emballage, c'est un exemple parmi d'autres, que votre emballage contient uniquement du polyéthylène, ça veut dire que pour votre emballage, par rapport à votre unité fonctionnelle, votre produit fini, il va y avoir une certaine masse de polyéthylène qui va être mobilisée pour arriver à l'emballage final et peut-être qu'il y a des pertes qu'il faut également quantifier. Donc, au niveau de l'entreprise, il faut que vous fournissiez les quantités de polyéthylène, son origine, parce que le transport doit être pris en compte, également la qualité du produit. Au niveau des ressources nécessaires, c'est-à-dire on sait que le polyéthylène est fabriqué à partir de pétrole ou de gaz, ça dépend là où on se situe. Il faut également de la chaleur, de l'électricité. Alors ça, on ne va pas vous le demander. Ça, on a des bases de données commerciales au sein desquelles on a déjà les différentes qualités de plastique. Et donc, sur base des quantités utilisées, nous, on a accès aux quantités de pétrole, d'énergie nécessaires pour fabriquer ces plastiques. Par contre, si à l'intérieur de l'entreprise, vous mettez en forme ce polyéthylène, imaginons une étape d'extrusion, d'étirage pour faire les films, etc., là, par contre, on a besoin des consommations d'énergie nécessaires pour cette étape de mise en forme. Maintenant, au niveau des émissions, même chose, ce qui est en vert, les émissions vers l'air, l'eau et le sol, typiquement associées à la production du polyéthylène dans l'usine de production de plastique, ça vient des bases de données. Par contre, si au niveau des ateliers, il y a des émissions dans l'air, s'il y a une pollution ou des émissions au niveau de l'eau, par exemple, ou du sol, là, ça doit venir via des analyses à votre disposition, des rapports internes, etc., pour finalement arriver à quantifier tout cela. Et donc, on voit que quand on fait l'inventaire, c'est à la fois un mix de ce qu'on appelle des données primaires, donc vraiment les données qui viennent du site de production, et des données secondaires qui sont des données génériques qui sont en fait issues de bases de données commerciales. Alors, une fois que l'on a fait l'inventaire, pas seulement sur une étape comme l'emballage, mais sur l'ensemble du cycle de vie, on va passer des données d'inventaire aux impacts. Et donc, on va passer finalement par cette étape qui va permettre d'arriver au final à cette fameuse quantification des impacts sur l'environnement. Alors, il y a 4, on va dire, sous-étapes quand on veut faire cette évaluation de l'impact, mais uniquement 2 sont obligatoires. La première, c'est la classification. Donc, la classification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les substances qui sont émises, par exemple, dans l'air, vont être affectées à un certain impact sur l'environnement. L'exemple le plus simple, c'est le changement climatique. Donc, au niveau du changement climatique, vous voyez que vous avez le méthane, le CO2, le N2O qui vont contribuer au changement climatique. Et donc, dans ce cadre-là, on va affecter tous ces polluants à cet impact sur l'environnement. Mais tout ça se fait de manière automatique parce qu'on sait bien, d'un point de vue scientifique, quelles sont les substances qui vont contribuer à quel type d'impact sur l'environnement.
Une fois que l'on a fait ça, on va faire ce qu'on appelle la caractérisation, c'est-à-dire qu'on va exprimer sous la forme d'un polluant équivalent tout l'impact relatif à une même catégorie d'impact. Et donc, c'est-à-dire qu'on va transformer toutes les émissions de CO2, toutes les émissions de méthane, par exemple, en équivalent CO2 pour l'unité fonctionnelle. Et ça va se faire au travers de facteurs de caractérisation. Et donc, on va multiplier les données d'inventaire par ces facteurs pour arriver aux impacts. Donc, dans le cadre du changement climatique, c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé. On utilise ce qu'on appelle le pouvoir de réchauffement climatique. On sait que quand on émet dans l'atmosphère, par exemple, une molécule de méthane, c'est comme si on émettait 25 fois une molécule de CO2. Et donc, en faisant les quantités de méthane fois 25, on arrive à l'équivalent CO2, etc. Et ça, c'est la même philosophie qui va être utilisée pour l'ensemble des indicateurs que l'on va obtenir via la méthode ACV. Alors, ce que vous avez ici, c'est un exemple de ce qu'on peut retrouver, c'est pas lisible, mais en tout cas dans une fiche de déclaration environnementale produit comme celle de Stabilam, où vous avez l'ensemble des petits dessins qui vous montrent les impacts, les indicateurs environnementaux, avec ici découpé sur l'ensemble du cycle de vie du produit en question, les indicateurs qui sont quantifiés. Donc, vous avez le changement climatique, typiquement, la formation de zones photochimiques, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés, toutes ces données-là, elles sont accessibles évidemment dans des documents qui sont accessibles en ligne. Alors, je vous disais, il y a également des étapes facultatives. Normaliser, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est dans le cas d'une ACV classique, on va normaliser les résultats par rapport à une référence. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mesurer l'importance relative des impacts. Est-ce que c'est le changement climatique qui est plutôt important? Est-ce que c'est plutôt l'eutrophisation? Est-ce que c'est la consommation de ressources fossiles? Et ce qu'on peut faire en dernier lieu, mais c'est réservé uniquement à de la communication interne, c'est de la pondération, c'est-à-dire transformer tous ces indicateurs en points. Et pour avoir un produit qui soit le plus respectueux possible de l'environnement, il faut avoir le moins de points possible. Alors, on ne peut pas l'utiliser pour une diffusion au grand public parce que c'est basé sur des choix de valeurs, sauf quand c'est très transparent. Si je prends le cas de même principe, on transforme tous les impacts en euros et au final, on va avoir par ce processus de monétarisation l'ensemble des indicateurs qui sont agrégés sous une forme monétaire. Alors après ça, évidemment, on va interpréter, voir où sont les résultats significatifs, vérifier évidemment les analyses, expliquer les limites, être très transparent, proposer des améliorations ou alors aller vers de la communication, c'est la deuxième partie de la présentation, au niveau donc des déclarations environnementales produits. Donc l'ACV, ça reste un outil d'aide à la décision, pas un outil de décision qui ne couvre que les impacts environnementaux. Donc les aspects sociaux, économiques, opérationnels ne sont évidemment pas pris en compte. Et ce qui est très important, c'est que la qualité des résultats va dépendre de la qualité des données d'entrée. Et en tant que praticien de l'ACV, c'est le plus compliqué quand on interagit avec une entreprise, c'est récolter les données. Y avoir quelqu'un qui a le temps et la possibilité de donner finalement les informations. Alors, en pratique, ce qu'il faut, c'est une description vraiment précise des processus qui vont être mis en place, avoir un référencement des données, justifier, être transparent sur les hypothèses de calcul. Et ce qui est très important, c'est avoir l'implication et la conviction de la personne qui fait réaliser l'ACV. C'est vraiment un point essentiel. Et pour le réaliser, on a évidemment des logiciels commerciaux, des bases de données commerciaux, mais également on peut bénéficier de données qui sont fournies par des secteurs de l'industrie ou des données qui sont accessibles par ailleurs dans différents endroits. Alors, quelques exemples de résultats de l'utilité finalement d'une ACV. On a travaillé pour Knauf Insulation, on travaille toujours pour eux, et les résultats ont permis par exemple de mettre en évidence qu'en fonction des sites de production en Europe, les performances n'étaient pas les mêmes. Et donc, ça a permis d'essayer d'analyser en détail d'où venaient finalement ces différences pour les sites les moins performants. Même chose, on les a également aidés à modifier la formulation d'un liant biosourcé utilisé dans les laines de verre. Alors, pour une autre entreprise, Isohemp, l'analyse a permis de montrer qu'un point clé, c'était l'impact environnemental de cornières en métal qui ont été changées pour des cornières en carton renforcé et ça a permis de réduire fortement l'impact sur l'environnement, mais aussi le coût parce que c'était moins cher. Si on prend un autre cas, dans le cadre de l'utilisation de matériaux de construction après démolition, on a pu aussi mettre en évidence dans le cadre d'un chantier en France chez Leroy Merlin l'intérêt d'incorporer des agrégats recyclés dans des bétons, mais sur des distances relativement courtes. Et dans le cadre de Pierre et Marbre de Wallonie, on avait pu vous montrer avec eux l'intérêt finalement de consommer local et donc notamment de mettre en avant l'intérêt de grès belge par rapport à du grès indien ou des pierres bleues belges par rapport à des pierres bleues chinoises.
Donc, il me reste un petit peu de temps pour vous parler des DEP ou des EPD. Donc, il y a d'autres ateliers qui parlent de communication, mais juste pour situer, les EPD ou les DEP, ce sont des labels de type 3 qui vont être obtenus sur une base volontaire et en fait, ça se base sur une ACV, mais une ACV qui est cadrée parce que l'ACV va être menée en suivant une règle particulière qu'on appelle dans le jargon un PCR, donc une règle de catégorie de produits, si je traduis, qui va vraiment spécifier de manière très claire les étapes du cycle de vie à prendre en compte, les impacts à évaluer, pour être sûr qu'au sein d'un même secteur qui est ici la construction, on puisse comparer des fiches qui viennent finalement de concurrents. Et donc, dans le cadre de la construction, c'est la EN 15804 plus A2 qui date de novembre 2019, qui aujourd'hui est utilisée et qui en fait est une évolution donc d'une première norme où différents indicateurs environnementaux ont été ajoutés pour s'aligner sur l'initiative PEF au niveau européen. Et donc, on définit vraiment comment le cycle de vie du produit doit être, on va dire, découpé. Hein, donc, la phase production, construction, utilisation, également la fin de vie et le module D qui est le module plus de recyclage et de fin de vie. Donc tout ça aujourd'hui est bien connu des praticiens de l'ACV et donc une fois qu'on a fait l'inventaire, on va simplement faire tourner les programmes avec, on va dire, les bons modèles pour sortir les catégories d'impact qui sont demandées par la EN 15804 avec toute une série d'indicateurs que vous pouvez voir à l'écran. Alors, il faut savoir qu'il y a différents programmes. Donc, en Belgique, il y a une base de données belge qui s'est mise en place suite à un arrêté royal en 2014, mais il y a également des bases de données au niveau France. Peut-être que vous connaissez Ignes, il y a Ibou en Allemagne. Et donc, ce genre, on va dire, d'initiative qui permet de communiquer de manière, on va dire, structurée les impacts environnementaux d'un produit au travers d'une fiche, s'est mise en place dans les tas de pays européens. Et là, on essaie, en tout cas, certains essaient d'harmoniser un petit peu le tout, mais c'est pas encore simple aujourd'hui. Donc, en Belgique, on a, au niveau de l'arrêté royal 2014, la création de cette base de données BEPD que vous allez consulter sur Internet. Vous avez, pour certains, ce matin, assisté à une présentation qui parlait de Totem. Et donc, l'idée de Totem, qui est finalement un outil qui permet de calculer le score environnemental global d'un bâtiment, c'est finalement d'intégrer ces fameuses fiches produits qui sont des produits caractéristiques du secteur belge et avec l'interaction dans Totem, ça permet d'arriver finalement à l'empreinte environnementale totale du bâtiment en se basant sur les fiches qui elles-mêmes vont finalement se référer aux performances du produit en question. Donc ça, c'est un atout pour ces fiches, c'est de les introduire dans des outils à l'échelle du bâtiment. Il y a ça en Belgique, il y a ça également aux Pays-Bas. Et là, il faut savoir qu'il y a eu des impositions, c'est-à-dire que de juillet prochain, il faudra qu'au final, par mètre carré de surface par an, on ne soit pas dans le modèle, on va dire, hollandais. Et pour les bureaux, c'était déjà maximum 1 euro depuis 2018. Il y a aussi un autre intérêt, c'est d'avoir finalement des arguments pour répondre à des cahiers de charges et des clauses environnementales, puisqu'on peut fournir des fiches qui montrent l'impact environnemental. Et dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, il y a la certification LENOS des bâtiments. Et dans la certification LENOS, il y a des points pour les performances environnementales du produit. Et c'est basé sur les indicateurs que l'on trouve dans la DEP typiquement. Donc, en pratique, pour faire une EPD, il faut que vous choisissiez un prestataire. Il faut réaliser l'ACV, ça demande du temps et des compétences en interne. Il faut envoyer un vérificateur, c'est payant. On a les corrections. Et au bout du compte, vous avez votre rapport. Et donc, pour faire rapidement, en gros, ça va coûter entre 5 000 et 10 000 euros hors TVA par fiche. La vérification entre 2 400 et 3 000 euros. Et ça vous prendra entre 3 à 6 mois, on va dire, pour arriver à la fiche complète. Et donc, en conclusion, l'ACV, c'est un outil complexe, mais avec divers avantages. C'est quantitatif, multicritères, multi-étapes. Ça va sous-tendre la réalisation de ces fameuses DEP en suivant le PCR, qui est le N15804 plus A2 pour la Belgique. Et après, vous pouvez mettre vos fiches dans la base de données belge avec l'interaction possible avec Totem. Mais voilà, aujourd'hui, on a encore un besoin de sensibilisation et de formation pour toutes les parties prenantes du secteur, car ça reste encore quelque chose de complexe et de trop peu connu. Et je vous remercie. Merci à toi, Angélique. C'est une première présentation bien complète. Et pour vous, les entreprises, pour vous rendre compte qu'est-ce que ça implique en interne, nous avons Nathalie Lebrun de Stabilam. Donc, comme Angélique l'a dit, la seule entreprise du secteur bois qui a déjà réalisé ses études ACV et DEP en son sein et qui va nous présenter son retour d'expérience. Je t'en prie, Nathalie.
Bonjour à tous. Voilà, le slide apparaît. Alors ici, on parle de Stabilam, mais on parle de Menuiserie Riche aussi. Donc c'est là, vous voyez le grand logo Menuiserie Riche, parce que c'est la première entreprise du groupe chez nous qui a réalisé une EPD. Alors pour remettre dans le contexte, je représente ici le groupe de Riche, qui est composé de 3 entités, la Menuiserie Riche, Stabilam et Enercobois. Et on a réalisé des EPD au sein de la Menuiserie Riche et au sein de Stabilam, mais je vais y revenir après dans un petit historique. Or, très rapidement, les 3 sociétés sont caractérisées par leur implication dans le secteur bois. La Menuiserie Riche, c'est une société qui fait la fabrication uniquement de fenêtres, portes, toute menuiserie extérieure du bâtiment, en bois uniquement ou bois aluminium, mais pas de PVC ni de châssis alu complet. Stabilam est spécialisé dans la fabrication de différents systèmes constructifs bois pour les constructions bois de petite, moyenne et grande hauteur en sur-mesure complet. Et Enercobois, on profite d'Enercobois pour faire du circuit court, puisque là, on est dans la fabrication de combustible bois à partir de nos déchets. Petite présentation très rapide. La menuiserie riche est caractérisée par une industrialisation qui a conservé une âme d'artisan. Donc, on aime bien cette expression qui fait dire que nous sommes des artisans. Pourquoi? Parce qu'on a intégré des machines à commande numérique depuis très longtemps. On a intégré le big data dans les échanges de données entre les bureaux d'études et les machines à commande numérique et les différents postes de travail. Mais néanmoins, ce qui nous plaît, c'est de faire le mouton à 5 pattes et de faire des châssis qui sortent de l'ordinaire. On a très rapidement visé des châssis de performance. Donc, on est labellisé PHI, Passive House Institute, en la matière, et on a, via le CSTC, réalisé des tests haute performance pour tout ce qui est acoustique, air au vent et ce qu'il est nécessaire de faire. Et on a, il y a une dizaine d'années, fait de très gros investissements pour tout ce qui est peinture, avec une garantie de 10 ans à la clé. Alors, je parle de la peinture sciemment également parce que lors de notre revalidation de la DEP actuelle, on a également réalisé des tests qui nous permettent d'établir A+, pour tout ce qui est la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Nos créneaux, mais surtout en réalisation de châssis patrimoine, en rénovation, qui est vraiment le fer de lance de notre activité. Stabilam, je le disais tout à l'heure, nous sommes fabricants de systèmes constructifs bois et à ce titre, on réalise plusieurs systèmes constructifs intramuros en fabrication, conception-fabrication, que ce soit le poteau-poutre, l'ossature, le madrier. Aujourd'hui, c'est vraiment le CLT collé et le CLT cloué qui vont nous occuper parce que ce sont ces 2 systèmes qui ont fait l'objet très récemment de validation de DEP. Alors, on fait les 5 systèmes constructifs, mais je pense que ce qui est hyper important, c'est d'être smart et de mixer ces systèmes, de pouvoir prendre le meilleur de chacun d'entre eux pour pouvoir apporter des optimisations techniques par rapport à un bâtiment et de pouvoir aussi concevoir dès le départ un bâtiment qui puisse déjà voir la destination ultérieure. C'est-à-dire que quand on parle de grands bâtiments, aujourd'hui, ce sont des appartements, demain, ce seront peut-être des bureaux. Et plutôt que d'envisager une déconstruction, il faut, dès la conception, privilégier des modifications évolutives. Et donc là, on intervient volontiers avec on a aussi la spécificité d'avoir évolué depuis 5 ans vers des solutions en intégration 2D et 3D. Donc, on fait de la construction hors site en atelier pour arriver avec des éléments modulaires tout à fait terminés sur chantier. Alors, ce n'est pas le but vous permet de brosser un portrait global des entreprises. Au but de ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les analyses environnementales de produits. Historiquement, c'est la menuiserie riche qui a mis le doigt dans l'engrenage et qui a donné le goût au reste du groupe pour au travers des ACV et DEP. Alors, pourquoi? Peut-être grâce à la région wallonne, parce que en 2014-2015, on a une demande de participation pour des recherches qui ont été menées conjointement, donc qui s'appelle aujourd'hui WIT.be et l'ULB Cobois, qui a été mandaté par la région wallonne pour valider le fait que créer des éléments de construction en bois était valorisant environnementalement par rapport à d'autres matériaux de construction. On a répondu présent, on ne savait pas à quoi on s'attendait.
normes de participer à cette étude en termes de réponse, en termes quantitatives, de prendre des données quantitatives, j'arriverai à l'avant des machines, à l'arrière des machines, l'énergie. Donc, ça a pris énormément de temps. Et les doctorants sont revenus vers nous en nous disant « Super, vous avez un très bon ACV, c'est génial. Le bois est environnemental. » Merci, on le savait. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chouette. Nous, on est dans l'industrie et des portes, et on va enfin pouvoir dire à tout le monde que le bois est plus environnemental que le PVC. Et là, on nous a regardé, on nous a dit non, vous ne pouvez pas le dire. Et en fait, il y a un arrêté royal qui date de 2014, dont Madame Léonard vous a déjà parlé, qui indique que tout fabricant ne peut parler d'un avantage environnemental que s'il y a une analyse de cycle de vie scientifiquement prouvée par une DEP. Donc là, on a retrouvé donc avec cet ACV, on a réalisé une première DEP qui a été validée en juin 2016. Alors historiquement, par rapport à la DEP belge, on était vraiment très en avance et quelque part beaucoup trop précurseur, ce qui fait qu'on ne peut aujourd'hui pas rentrer cette DEP, celle-là en tout cas, dans Totem. L'aventure de la menuiserie riche en termes de déclaration en produits a donné le goût à tout le groupe et Stabilam a, en 2010, déjà entamé des démarches pour réaliser des déclarations environnementales de produits. On l'a fait également dans le cadre d'un label qui a été mis en place par le cluster éco-construction de matériaux biosourcés pour la construction. Alors, le bois a cet avantage d'être une matière renouvelable, d'être biosourcé, et on a embrayé en disant, ben voilà, effectivement, c'était une condition de toute façon sine qua non pour l'obtention du label, c'était de s'engager à faire la déclaration environnementale de produits. Donc, fin 2020, on a les BEPD de Stabilam qui ont été validés. On a réalisé 2. Une pour le système de CLT collé. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais ce sont des murs grandes dimensions, murs monolithiques avec des boîtes de charpente qui se sont croisées verticalement et horizontalement. Le CLT collé est assemblé, les différentes layers sont assemblées par de la... Et pour le CLT cloué, comme le nom l'indique, c'est assemblé par un clouage. Et là, on utilise en aluminium. Bientôt, ce seront des clous en bois, comme on l'a vu tout à l'heure, mais là, on est encore au CLT cloué. J'insiste aussi, on est dans le cadre de la rencontre filière bois, que ces 2 systèmes sont entièrement réalisés avec du bois local. Et là, je pense que c'est important parce que ça fait vraiment partie d'une filière globale. Les deux DEP de Bilam ont été validés complètement au niveau du SPF et ici, le but est au mois de mai de les rentrer dans Totem, si ça fonctionne avec cette première rentrée qui était prévue au mois d'avril, je pense. De façon très fière d'avoir, au niveau de la menuiserie riche, été les premiers à faire en 2016. On est extrêmement fiers de cela. Mais effectivement, même si l'arrêté royal date de 2014 pour pouvoir parler des avantages environnementaux, il faut savoir que le lancement du programme BEPD décembre 2016, alors que nous avions notre déclaration environnementale en juin 2016. Donc, on était vraiment en décalage. Et donc, fin 2016, lancement du programme. 2017, on a les déclarations, les databases génériques comme EcoInvent, où on peut aller puiser les données. En 2018, les premières EPD sont utilisées. Et 2018, ça correspond aussi avec la mise en Totem, où là, la vision globale de Totem, je pense, c'est vraiment d'utiliser et de rentrer le maximum environnemental de produits des fabricants, ce qui sera vraiment pour nous le grand avantage de calcul environnemental des bâtiments. Alors, au niveau des démarches, je vais un peu répéter ce que Madame Léonard a dit, mais de façon globale, ça va permettre peut-être de voir à ce qu'on a fait et par rapport peut-être à nos freins. Donc, la première étape, c'est vraiment de trouver un consultant qui soit spécialisé en analyse de cycle de vie. Et il y en a dans certaines universités, comme Madame Léonard à l'université de Liège. Il y en a dans des centres de recherche. Nous, on dépend de la construction, donc au CSTC. Il y a également des consultants indépendants. Les phases les plus difficiles, c'est vraiment les récoltes de données.
parce qu'on doit aller un petit peu partout dans le produit, que ce soit dans les approvisionnements, dans la production chaud, et considérer l'aval, donc comment on va l'utiliser par la suite. Après le consultant, il y a vraiment la validation par le reviewer externe. Et là, je veux dire qu'il faut s'accrocher un petit peu parce que le reviewer vraiment met son nez dans tous vos process, dans toutes vos données, il va retourner un petit peu tout, c'est son job. Et il est intéressant aussi de savoir qu'il y a très peu de... enfin, je pense qu'en Belgique, il n'y en a pas de reviewers francophones. Donc, ça implique que généralement, les DEP sont faites en anglais. Et donc, ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse maîtriser l'anglais au sein de l'entreprise pour pouvoir suivre cela. La dernière étape, c'est le SPF Santé qui, lui, va examiner l'ensemble, faire ses remarques pour pouvoir le mettre dans Totem ou non, en fonction du choix de votre entreprise. Le plus compliqué, c'est le fait de rassembler les données. Alors, comme vous le voyez sur le petit schéma qui est issu de Enecobois, le petit schéma est vraiment de la graine à la fin de vie du matériau. Donc, on va vraiment aller le bois à partir de l'extraction en forêt, pas de l'extraction, mais de la coupe en forêt. On va voir l'énergie grise qui a été utilisée en amont. On va vraiment aller au cœur de votre process industriel et vous allez devoir apporter des données extrêmement précises sur toutes les énergies qui sont utilisées pour toutes les opérations, vérifier les processus et prendre en considération toutes les chutes et éventuellement leur attribuer une fonction ou pas en fonction des différents matériaux. Et enfin, ce qui est peut-être un peu compliqué également, c'est que vous devez prendre en considération tous les éléments qui viennent après la fabrication. Alors, la livraison, ça c'est moins compliqué, mais l'utilisation à proprement dit est jusqu'en fin de vie. Alors, en fin de vie, on a quand même chance d'être dans une matière, le bois, qui peut se recycler, qui peut se revaloriser de différentes façons et qui, in fine, peut être considéré comme combustible. Les freins, je vais y revenir tout de suite. Alors, des avantages, il y en a, et il y en a au niveau industriel, il y en a au niveau commercial. Alors, les avantages au niveau industriel, pour nous, c'est vraiment le fait de trouver ses points faibles. Alors, on est obligé d'aller trouver les données à gauche, à droite et d'avoir une analyse qui est transversale, que on va voir où on a des pertes d'énergie, on va voir si les machines sont peut-être un petit peu moins performantes. On va pouvoir faire des analyses au niveau des produits ou des composants qui vont nous permettre de trouver peut-être des alternatives. Et donc, cette vision transversale, que ce soit dans l'approvisionnement, dans la fabrication, va ouvrir les consciences, ça va amener des remises en question. Et là, c'est une responsabilité environnementale globale qui va amener des réflexions et qui vont pouvoir apporter des points d'amélioration dans la production ou même la conception du produit pour pouvoir le démonter facilement démontable, etc. Donc là, c'est vraiment un avantage en termes et d'éco-conception. Commercialement aussi, c'est un avantage. Si on ne l'a pas fait pour ça, mais vous l'avez entendu quand j'ai parlé tout à l'heure de la DEP qu'on a en premier lieu pour riches, ben on était tout content de pouvoir montrer que le bois était enfin plus fort au niveau le PVC ou l'aluminium. La DEP, même si le but n'est pas de comparer absolument, mais c'est vraiment un moyen de communiquer commercialement qui permet d'éviter à l'entreprise de faire du greenwashing. Et le greenwashing, c'est vraiment comme Dash l'afflux blanc et finalement, il a gris, quoi. Hein. Donc, là, effectivement, des analyses scientifiques qui prouvent qu'on est environnemental. De marché public, puisque là, il y a des clauses environnementales qui peuvent différents éléments. Dans des grands projets, ça nous a permis de remporter différents grands projets, notamment sur le nord de la France, pour pouvoir, c'était le but d'être labellisé BREEAM notamment, et donc ils voulaient prouver que leur matériaux par rapport à d'autres matériaux, que ce soit le béton, l'alu ou le PVC, qui sont pas du tout biosourcés. Les difficultés rencontrées, je pense que les deux plus grandes difficultés, ce sont les ressources internes et les récoltes de données. Alors, les ressources internes, parce que finalement, on a 3 acteurs potentiels qui peuvent intervenir dans l'analyse de cycle de vie ou en tout cas dans la gestion de cycle de vie avec le prestataire. Vous avez obligatoirement le patron. Madame Léonard disait tout à l'heure, il faut avoir des gens motivés.
C'est vraiment ça, il faut une direction hyper motivée, il faut des gens qui y croient parce que c'est un long travail et il faut de l'investissement derrière. Il faut avoir scientifiquement puisse suivre les questions des prestataires aussi, donc avoir soit un jeune ingénieur en recherche et développement ou quelqu'un qui soit hyper smart à ce niveau-là. Et enfin, au niveau de la communication, quelqu'un qui ait une vision de dire comment est-ce qu'on va intégrer cette DEP ou même réaliser des textes de présentation. Le timing, alors le temps, ça peut être un facteur important aussi sur une première ACV DEP. C'est vraiment quelque chose qui demande un investissement tellement. Et enfin, le dernier facteur qui est un frein pour beaucoup d'entreprises dans le secteur de la construction ou dans le secteur bois, tout simplement, c'est les coûts, parce que nous sommes généralement des PME, voire des TPE, et on parle ici de coûts pour une seule, on était avec des remises de prix tout confondus entre 13 et 20 000 euros. Donc, c'est quand même un impact et il faut effectivement à ce moment-là avoir quelque chose une motivation extrêmement importante. En guise de comparaison sur la matière première, sur le bois, je pense que c'est plus qu'une filière, c'est une force. Ça fait partie des enjeux environnementaux de demain. Ça va nous apporter énormément possibilités de travail quand on voit les motivations que le bois peut apporter pour la décarbonisation globale. Et là, les ACV, les DEP, ce sont des moyens scientifiques qui apportent cette argumentation-là. Et ça va nous aider à préserver nos ressources en les utilisant intelligemment. Tout ça, et bien finalement, c'est le maintien de l'emploi au niveau de la ruralité, c'est le tissu social qualitatif, c'est vraiment offrir un meilleur cadre de vie et de travail à tout le monde. Et simplement pour faire une petite pirouette, parce que Madame Léonard disait c'est pas sociétal, je pense que l'ACV, l'analyse, elle n'est pas du tout sociétale, mais tout ce que peut apporter derrière, ça va rejoindre le sociétal également. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je pense que nous sommes disposés toutes les deux à y répondre. Je rappelle, donc sur votre YouTube, vous avez en bas dans le chat YouTube le lien vers le Teams. Donc c'est sur le Teams que vous pouvez vous signaler. Alors ce qui est important, c'est au moment où vous allez passer en direct, parce qu'on va faire ça de façon interactive et vous allez pouvoir poser les questions en direct via le Teams. Ce qui est important, c'est à ce moment-là de couper votre YouTube, sinon on va avoir un écho, un double son qui va revenir et c'est assez désagréable. Pour permettre à la technique oui, il est important de lever la main. Donc quand vous êtes sur le Teams, pour signaler que vous avez une question, vous levez la main et comme ça, la technique vous permettra de poser votre question. En attendant que la technique et que vous puissiez vous connecter, j'ai déjà une petite question d'abord pour Angélique. Quand vous réalisez des ACV, est-ce que pour vous, c'est facile de voir les points à améliorer? Oui ou non? Et alors, si oui, est-ce que ces points-là sont rentables pour l'entreprise? Alors, je ne peux pas donner une réponse, on va dire, générale et toute faite, mais je pense que, comme ça vient d'être dit dans l'exemple de la menuiserie riche, l'avantage d'une ACV, c'est qu'on met directement en avant là où sont les impacts environnementaux majeurs. Et si on fait une analyse, on va dire, étape par étape et qu'on descend un petit peu en granularité, on arrive finalement à repérer quelles sont les étapes dans l'entreprise, par exemple, qui vont être les plus impactantes. Ça peut être parfois lié à un processus qui consomme trop parce que mal optimisé. Ça peut être un réactif chimique qui peut-être pourrait être utilisé en moindre quantité ou être substitué par un autre. Et donc ça, on le voit vraiment très facilement dans les analyses. Et donc, j'avais donné le cas concret tout à l'heure des cornières en métal qui étaient remplacées par des cornières en carton renforcé. Et dans ce cas-là, ça paraît peut-être simple. Hein, c'était des cornières qui étaient placées au coin de palettes pour le transport pour éviter que des blocs friables ne soient, on va dire, endommagés. Mais là, très clairement, c'était aussi économiquement intéressant parce que ces cornières en carton cyclé étaient moins chères que les cornières métalliques. Mais voilà, les améliorations que l'on va pouvoir mettre en œuvre, parfois vont nécessiter des investissements en interne, par exemple au niveau efficacité, amélioration de l'efficacité énergétique, mais on peut considérer qu'il y a une durée d'amortissement qui est souvent tout à fait, on va dire, raisonnable par rapport aux gains et aux bénéfices environnementaux que ça peut engendrer. Du coup, j'ai envie de rebondir pour Nathalie. Si vous, suite à votre ACV, ça a engendré des modifications,
Et si oui, est-ce que ça a permis de faire des économies en matière, en énergie? Et si, est-ce que ça a déjà été rentabilisé? Voilà. Alors, au niveau de la menuiserie riche, avec notre première ACV, ce qui a été mis en évidence, de façon un peu paradoxale, c'est pas vraiment le bois, c'est le vitrage. Parce que l'impact vitrage dans un châssis est extrêmement important. Et donc là, on a pris des dispositions avec notre fabricant pour essayer de diminuer cet impact. 5 ans après, on a ici des recherches et développements, mais j'anticipe un petit peu, qui nous ont permis de faire un partenariat avec un fabricant de vitrage qui a un vitrage sous vide beaucoup plus qui prend en fait un volume de vitrage beaucoup moins important. Ça, je vais mettre ceci entre parenthèses. Par contre, en termes de gestion de déchets bois, on a fait des améliorations. On a effectivement valorisé certains postes également dans l'atelier. Ok, merci. On a des questions qui viennent de l'extérieur ou on continue nous on va continuer nous. Donc, ici une question pour Angélique. Est-ce que si on imagine, alors peut-être c'est quelque chose qui peut être imaginé chez Stabilam, une structure qui va être pensée pour être démontable, donc qui pourra être démontée par après et récupérée, voire donc réfléchie dès le commencement. Donc, c'est-à-dire que dès le commencement, on imagine une structure qui est facile à démonter, dont les éléments sont faciles à récupérer. Est-ce que ça a un impact sur la CV ou pas? Est-ce qu'on va aussi loin dans l'analyse? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on conseille très clairement d'avoir une approche d'éco-conception, c'est-à-dire de penser les produits pour gérer le démantèlement en fin de vie. Et c'est encore mieux si on peut penser à une réutilisation des produits. Mais comme c'est pas encore quelque chose de très quand même fréquemment rencontré dans la pratique, les méthodes ne sont peut-être pas encore au point pour en tenir compte. Mais très clairement, si on a une réutilisation du produit, ça veut dire que la durée de vie globale va être plus longue et donc que globalement, sur la durée de vie du produit, les impacts environnementaux vont être aussi amoindris. C'est quelque chose qui est très compliqué au niveau d'une ACV, c'est ce qu'on appelle les allocations. Et donc, quand on a un produit qui est multi-usage ou multifonction, ou quand on a un process qui va, être à l'origine de plusieurs produits, il faut que l'on répartisse les impacts environnementaux entre les divers produits. Et donc, dans le cas typiquement d'un produit qui est réutilisé, la difficulté, c'est de se dire, est-ce que j'alloue l'impact environnemental, est-ce que je l'attribue au premier utilisateur du produit ou est-ce que je répartis la charge environnementale entre le premier utilisateur et le second utilisateur? Et ça, ce sont des développements méthodologiques qui sont encore en cours et qui ne sont pas complètement arrêtés. Merci. Je reviens chez Nathalie. Au niveau du temps, parce qu'on entend ça prend pas mal de temps, donc il y a une durée, c'est-à-dire que ça prend 6 mois, peut-être plus, entre le début et la fin. Mais concrètement, c'est 6 mois, une personne qui fait ça temps plein dans l'entreprise, ou alors c'est plusieurs personnes qui vont travailler momentanément dessus? Comment l'entreprise s'organise pour absorber cette demande nouvelle? Alors, je ne vais pas parler de la première DEP de 2016 parce que je pense que c'était un cas tout à fait atypique. Par contre, pour les ACV de Stabilam, si on prend une ACV, on a travaillé 3/4 un ingénieur en recherche et développement et 1/4 pour ma part. Alors, pas sur 6 mois full-time, heureusement, mais peut-être un jour par semaine sur 4-5 mois en termes d'occupation par rapport à la DEP, en termes de questions, enfin d'aller-retour, de questions, de réponses, de recherche de données pour donner les informations aux consultants ACV. Et ça a vraiment été pour faire l'ACV. Après, il y a un timing qui n'est pas un timing d'ordre personnel d'occupation de ressources humaines, mais il y a un timing qui va être impactant aussi entre le début et la fin de la CV pour les allers-retours entre la fin de la CV, le reviewer externe qui va donner son accord, et ensuite il faut repasser par le SPF Finance qui lui va refaire une vérification, et ainsi de suite, et puis arriver jusqu'au totem. Donc là, on va parler globalement quand même de 6 mois, je pense que c'est un bon délai. Je ne sais pas ce que Mme Léonard en pense. Mais... Oui, non, tout à fait. Mais c'est vrai que ce qui a été dit tout à l'heure était vraiment très, très important, c'est avoir vraiment des personnes en interne qui sont capables de ce suivi scientifique. Parce qu'il faut vous imaginer que nous, pas dire naïvement, mais on demande souvent d'aller visiter le site de production pour vraiment avoir une vision globale du process. Après, on envoie des questionnaires, soit sous forme d'Excel ou autre, pour récolter les informations. Mais ça arrive parfois que ce ne sont pas dans les bonnes unités, que ça ne se réfère pas
unité fonctionnelle, il manque des choses. Il y a quand même pas mal d'allers-retours, en tout cas pour la première partie ACV, entre le consultant ou le centre de recherche et l'entreprise. Et donc, c'est vrai qu'en fonction du répondant, du temps disponible en entreprise, ça peut prendre du temps. Et c'est vrai qu'au niveau de la révision externe, c'est la même chose. On a des reviewers, et ça, je peux quand même donner l'information en plus. Il y a maintenant au travers du bureau de consultants WeLoop, Naïm Adibi, qui est aussi un vérificateur qui est agréé par le SPF, donc lui peut faire les vérifications dans une langue, en français en tout cas. Donc il est très réactif, mais c'est vrai qu'une fois que l'on reçoit ce rapport, il faut souvent refaire des allers-retours avec l'entreprise également. Et c'est là que parfois on se rend compte que certaines données initialement fournies n'étaient pas les bonnes parce qu'on n'avait pas peut-être le bon interlocuteur dès le départ. Et donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça de définir un timing très très précis, cadré, parce qu'on a parfois des surprises par rapport à des qualités de données, des données manquantes qui sont parfois compliquées à rassembler. Donc c'est vrai que pour une entreprise, quand elle fait quelque part le second run qu'elle l'a déjà fait, c'est plus facile parce qu'elle s'attend finalement aux informations qui vont lui être demandées. Et par rapport au suivi administratif, c'est vrai qu'en principe Totem maintenant, va incorporer les DEP en principe tous les 3 mois, mais c'est vrai que il y a tout ce temps pour l'encodage des données dans le format, etc. pour la base de données, on va dire l'agrément qui soit donné par le SPF. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des délais qui sont parfois non compressibles. Je vois, Nathalie, tu voulais réagir. Oui, je voulais ajouter un élément qui est important suite à votre intervention, Madame Léonard, c'est que on a parlé d'ingénieurs internes, ou en tout cas de quelqu'un qui scientifiquement peut partager les données, prendre les données, les partager, quelqu'un de la communication, ou en tout cas qui peut... Mais surtout, la direction. Et je pense que c'est important parce que la direction, elle a une vision hyper transversale. Alors quand ce sont des vrais patrons qui sont dans l'atelier, qui connaissent bien leurs ateliers, comme c'est souvent le cas dans le secteur du bois, c'est vraiment quelqu'un qui puisse dire, oui, effectivement, il y a tel process, tel élément, et d'avoir une vision extrêmement globale des choses, pas uniquement une vision scientifique ou communicante. Alors, on a une question qui nous vient de l'extérieur, de Perrine. Alors, j'espère que tu vas pas m'en voir si je prononce mal son nom de famille. Wolfram. Allô, Perrine. Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Parfait. Vous m'entendez? Oui, parfait, tu peux y aller. Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez aussi? Oui, oui. Allez-y. Oui, excusez-moi, il y a un décalage. Donc, j'avais posé ma question par rapport à la filière de bois belge pour étudier vraiment, pour comprendre le potentiel de cette filière de bois en Belgique qui puisse compenser une augmentation sensible de la construction en bois, puisqu'on a vu de par les ateliers et les conférences d'aujourd'hui que la construction en bois était vraiment un levier pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je posais la question à Stabilam si ils avaient une vision à long terme d'une augmentation de la construction en bois et si la filière de bois belge pouvait soutenir ça. C'est une question plus large que pour Stabilam, si je peux me permettre. Mais effectivement, on a... je pense que pour le secteur de la construction bois global en Belgique, il y a un intérêt important à travailler avec de plus en plus de bois locaux. Pourquoi? Parce que le bois en Belgique est un bois qui est certifié PEFC. Il y a une excellente gestion durable des forêts. Et je pense qu'il faut surtout éviter à mettre le holà dans ce qu'on entend parfois dans les craintes de monsieur et madame tout le monde, d'avoir une déforestation qui se présente en Belgique. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, on a une excellente gestion forestière, on a plus ou moins 50-50% de forêts qui sont publiques ou privées, et la gestion des forêts privées est aussi bien faite que la gestion des forêts publiques.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bois qui sont utilisés généralement pour l'industrie de la construction sont des bois qui sont issus d'éclaircies et non pas de mise à blanc. Et donc là, ça fait vraiment partie d'une gestion globale d'une parcelle. On ne va pas tout couper, on va vraiment prendre les petits arbres qui sont à côté des gros pour pouvoir permettre aux grands arbres de se développer. Et donc, tout ça pour dire qu'on a un avenir qui est radieux devant nous. Alors, on est d'accord sur un point, c'est qu'on ne va pas pouvoir passer tous les bâtiments qui existent en Belgique, les faire passer en bois. Ça, c'est tout à fait absurde. Il faut conserver le bon matériau au bon endroit pour sa bonne utilisation. On ne va jamais faire de fondation d'une maison, même en bois. On ne va jamais faire les fondations en bois. Donc, il faut garder tous les matériaux à disposition. Néanmoins, comme on l'a vu ce matin, le bois a des avantages extrêmement intéressants pour ces changements climatiques, pour trouver des solutions au niveau des changements climatiques. Et je pense que tout le secteur de la filière bois globalement et de la construction bois en Belgique est tout à fait prêt pour relever le défi, et notamment avec des innovations comme les éléments 2D, les constructions hors site 3D. Il y a plusieurs entreprises belges qui se sont retroussées les manches et qui pensent à construire autrement. Donc moi, je ne vois aucun inconvénient, que des avantages. J'espère que j'ai répondu au moins partiellement à votre question. Oui, pour moi, ça me semble que ça a été clair. J'ai une dernière question, je pense que je vais la poser à Angélique Léonard, qui connaît un peu à la fois la base de données. Donc, il y a une base de données qui existe avec pour Totem avec des valeurs par défaut. Et puis, pour améliorer cette valeur par défaut, on réalise une déclaration environnement produit. Quel est l'avantage, quel est le rapport finalement, quel gain qu'on peut avoir? Est-ce que finalement, par exemple, on part d'une valeur, nous, on est convaincu que le bois est un bon produit, il a une valeur par défaut. Si on le compare par rapport à un mauvais produit, est-ce qu'il peut être moins bien classé qu'un mauvais produit, mais qui, eux, ont reçu un ACV et une déclaration environnementale produit bien faite en bonne du terme, et si on fait un ACV, quel est l'avantage qu'on peut en retirer? Alors, dans un premier temps, quand Totem a été créé, comme il n'existait pas encore de fiche produit, en tout cas pour le marché belge, en tout cas de producteurs belges, ce qui a été fait comme choix, mais il y en aurait eu d'autres, c'est de prendre une base de données suisse qui s'appelle EcoInvent. Donc, c'est une base de données qui a été développée à la base par le PFL à Lausanne et qui s'est progressivement enrichie et qui est devenue une des deux bases de données en ACV majeures pour les inventaires. Mais le souci, c'est que souvent, on va avoir des produits qui sont fabriqués dans un contexte suisse ou éventuellement, on va avoir des moyennes européennes. Mais donc, ça veut dire que ça va être des chiffres qui ne sont pas forcément représentatifs d'une production, on va dire, belge. Typiquement, quand on a des mix électriques qui sont utilisés, le mix électrique moyen européen ou le mix électrique suisse ne va pas être le même que le mix électrique belge. C'est vrai que le mix électrique suisse, il est plus intéressant parce que plus vert que le belge, mais bon. Mais donc, ça permet vraiment d'avoir des données qui soient les plus représentatives et les plus, on va dire, spécifiques en tout cas aux produits. Et donc là, vraiment, l'avantage d'avoir des DEP qui soient vraiment les vrais DEP fabricants du marché belge, c'est de pouvoir vraiment montrer concrètement quel va être l'impact environnemental associé à l'utilisation de ces produits. Et on a souvent, en tout cas, nous, fait l'observation que quand on comparait des données génériques, comme on les appelle, type EcoInvent, avec des données qui sont vraiment des données spécifiques, que souvent les résultats étaient très différents. Alors on ne peut pas dire que c'est systématiquement à l'avantage d'un ou de l'autre, mais si on veut vraiment être objectif et objectiver l'impact environnemental, et c'est ça que l'on veut, c'est vraiment se baser sur des bases rationnelles, scientifiques, objectives, c'est vraiment d'utiliser le profil environnemental réel des produits qu'on utilise dans la construction. Donc, je vois, Nathalie, tu veux réagir Ce n'est pas réellement une réaction, mais avant la fin, je voudrais saluer en fait une initiative qui avait été prise par des organismes du bois en Belgique, qui sont notamment Haute Info Bois et qui sont l'Office économique Coillon du bois. On parle de DEP, ils ont aussi réalisé une DEP qui est une DEP collective pour des poutres en laminé collé en intégrant plusieurs fabricants de poutres. Et là, je pense que c'est important aussi de saluer le travail qui est fait en amont pour pouvoir
voir que le secteur du bois est dynamique, mais qu'il anticipe aussi toutes ces questions environnementales pour son propre secteur. Merci pour cette précision. Et si l'anticipation, on peut la faire collective, elle doit aussi être particulière. Donc, au sein de chaque entreprise, n'hésitez pas à contacter des organismes pour vous lancer dans cette démarche. Vous pouvez y trouver des intérêts tant au niveau communication qu'au niveau fabrication. C'est comme ça que se termine ici l'atelier sur les ACV. Dans notre horaire, la prochaine étape est ici dans un quart d'heure, donc à 15h30. Nous avons un atelier recherche avec Valérie Caviglio sur l'horizon Europe, comment et pourquoi participer à la recherche, des projets de recherche et de développement au sein de l'Union européenne. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.